Alan Watts, cet observateur perspicace de l'âme humaine, a passé des décennies à contempler les individus dans leurs moments les plus vulnérables. Des moines en méditation profonde, des PDG au bord du burn-out, des artistes en plein processus de création. Et de ces observations, il a tiré une conclusion dérangeante. Il a compris que, peu importe le soin apporté au déguisement, l'élaboration du masque social, il y a deux choses uniquement, que personne ne peut réellement falsifier. Deux choses qui révèlent instantanément qui nous sommes. La première chose qui expose le caractère véritable d'une personne, c'est la manière dont elle traite ceux dont elle n'a absolument pas besoin. Le serveur, une fois l'assiette posée, l'agent d'entretien dans le couloir désert, le sans-abri au coin de la rue, l'employé du péage. Alan Watts a noté que, dans ces moments précis, quand il n'y a aucun public à impressionner, quand il n'y a aucun avantage à tirer, l'ego relâche sa vigilance, et ce qui émerge alors, c'est la vérité brute, la vérité nue de ce que nous sommes. N'avez-vous jamais remarqué comme certaines personnes changent complètement de ton quand elles s'adressent à quelqu'un qu'elles considèrent comme inférieur? C'est comme si elles changeaient de personnalité en l'espace de quelques secondes. Avec le patron, elles sont toute gentillesse et sourire. Avec le livreur, elles peinent à lever les yeux de leur téléphone. Watts appelait cela de la schizophrénie sociale. La personne se divise littéralement en multiples versions d'elle-même, en fonction du statut perçu de celui ou celle qui se trouve en face. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans ce premier signe, c'est la micro-expression qui traverse le visage. Quand quelqu'un réalise que vous n'avez rien à lui offrir, ce moment précis, où il découvre que vous n'êtes d'aucune utilité pour ses ambitions, le sourire qui s'éteint sur les lèvres, le regard qui perd son éclat, le corps qui s'éloigne subtilement. C'est si rapide que la plupart des gens ne le remarquent même pas consciemment. Mais votre inconscient, lui, enregistre. C'est pour ça que parfois, vous ressentez une répulsion inexpliquée pour quelqu'un d'apparemment agréable. Le paradoxe fascinant, c'est que les personnes qui ne traitent bien que ceux qui peuvent leur être utiles finissent par créer un vide autour d'elles. Elles construisent des relations basées sur la transaction et non sur la connexion. Et au fond, elles le savent. Elles savent que si elles perdent ce qu'elles ont à offrir, elles perdront aussi tous ceux qui les entourent. C'est une prison dorée qu'elles ont elles-mêmes construite. Watts racontait l'histoire d'un PDG milliardaire qu'il avait rencontré à Paris. Cet homme était adoré de tous, charismatique, généreux en cadeaux, toujours les mots justes. Mais Watts avait remarqué quelque chose d'étrange. Quand le gardien d'immeuble avait tenté de le saluer, le PDG ne l'avait littéralement pas vu. Ce n'était pas de l'impolitesse intentionnelle, c'était pire. Le gardien n'existait tout simplement pas dans son champ de perception. Il était invisible, un non-être. Quelques mois plus tard, ce même PDG a tout perdu dans un scandale financier. Et il a découvert, de la manière la plus douloureuse qui soit, que toutes ces personnes qui l'adoraient adoraient en réalité son compte en banque. Et non lui. Quand il n'a plus rien eu à offrir, il est devenu aussi invisible que le gardien l'avait toujours été pour lui. L'univers a ce sens de l'humour cosmique, parfois cruel. La deuxième chose qui révèle le véritable caractère, et celle-ci est encore plus subtile. C'est la manière dont la personne réagit quand quelqu'un qu'elle considère comme inférieur réussit. Il ne s'agit pas de l'envie banale. Nous ressentons tous cette pointe. Quand un ami accomplit quelque chose que nous désirons, c'est humain. Watts parlait de quelque chose de beaucoup plus profond et perturbant. Il s'agit de ce malaise viscéral quand le serveur que vous remarquiez à peine ouvre son propre restaurant. Quand la secrétaire que vous traitiez comme une extension du mobilier est promue au-dessus de vous, quand ce parent, que tout le monde considérait comme le raté de la famille, prospère soudainement. Observez attentivement les réactions.
Pas les mots polis de félicitations, mais ce qui se passe sur le visage, dans les 2 premières secondes après l'annonce de la nouvelle. Il y a une contraction presque imperceptible des muscles autour des yeux. Un serrement momentané de la mâchoire, une raideur soudaine dans les épaules. Le corps rejette littéralement l'information. Il n'arrive pas à intégrer que la hiérarchie mentale a été violée. C'est comme une erreur dans le système d'exploitation de l'ego. Watts expliquait que cela se produit parce que nous construisons notre identité non seulement sur ce que nous sommes, mais aussi sur ce que nous ne sommes pas. Je suis quelqu'un de réussi parce que lui a échoué. Je suis intelligent parce qu'elle est limitée. Je suis spécial parce qu'ils sont communs. Quand quelqu'un que nous avons placé dans la catégorie inférieure nous surpasse, toute notre structure identitaire vacille. C'est terrorisant. Le plus ironique, c'est que les personnes qui se réjouissent sincèrement du succès des autres, en particulier de ceux considérés comme inférieurs, sont celles qui finissent par créer ce que Watts appelait des champs magnétiques d'abondance autour d'elles. Quand vous encouragez sincèrement le serveur qui ouvre son restaurant, quand vous célébrez la promotion de la secrétaire, quand vous vous inspirez du succès du parent malchanceux, vous envoyez un message puissant à l'univers et à votre propre inconscient. Vous dites que le succès n'est pas un jeu à somme nulle, qu'il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde. Mais voici l'intuition la plus profonde de Watts concernant ces 2 signes. Il ne révèle pas si quelqu'un est bon ou mauvais. C'est une simplification enfantine. Il révèle le niveau de sécurité intérieure de la personne. Plus quelqu'un est insécure quant à sa propre valeur, plus il a besoin de rabaisser les autres pour se sentir élevé. Plus l'image de soi est fragile, plus l'ascension des inférieurs est menaçante. C'est pourquoi, paradoxalement, les personnes vraiment puissantes sont souvent les plus douces avec ceux qui n'ont rien à offrir. Elles n'ont pas besoin du contraste pour se sentir valorisées. Leur source de valeur est interne et non comparative. Watts citait l'exemple des anciens empereurs romains qui passaient des heures à discuter avec des mendiants et des fous, non par charité, mais parce qu'ils reconnaissaient que la sagesse ne se soucie pas des hiérarchies sociales. Il existe un test fascinant que vous pouvez faire avec vous-même. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un dont vous n'avez absolument pas besoin, observez votre première réaction intérieure. Pas l'action polie que votre éducation sociale produit, mais cette première fraction de seconde de réponse authentique. Les voyez-vous comme une personne à part entière ou comme un simple figurant dans votre propre film? La réponse honnête peut être perturbante. Et quand quelqu'un que vous avez subconsciemment classé comme inférieur remporte une grande victoire, observez ce que votre corps fait avant que votre esprit éduqué ne prenne le relais. Y a-t-il une célébration véritable ou une contraction subtile? Ne vous jugez pas pour la réponse. Observez simplement. Parce que la conscience est le premier pas vers la transformation. Watts disait que l'univers nous teste constamment à travers ces situations. Chaque interaction avec quelqu'un sans pouvoir est une invitation à révéler notre véritable nature. Chaque succès d'un inférieur perçu est une opportunité de nous étendre ou de nous contracter. Et le plus beau, c'est que nous ne sommes pas prisonniers de nos schémas. Nous pouvons choisir à chaque instant qui nous voulons être. Mais il y a une couche encore plus profonde dans ces 2 signaux que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Quand vous traitez mal quelqu'un dont vous n'avez pas besoin, vous vous préparez secrètement pour votre propre futur, parce que nous tous, à un moment donné, nous serons la personne dont personne n'a besoin. Le vieillissement le garantit, la retraite, la maladie, le simple passage du temps qui rend nos compétences obsolètes. Comment vous traitez l'invisible aujourd'hui et comment vous serez traité quand vous deviendrez invisible demain? Ce n'est pas un karma mystique, c'est simplement
que vous entraînez votre propre esprit à voir de la valeur uniquement dans ce qui est utile. Et un jour, inévitablement, vous ne serez plus utile. Et vous devrez vivre avec la vision du monde que vous avez cultivée. De la même manière, quand vous vous ressentez du succès des inférieurs, vous construisez une prison mentale où votre valeur dépend de l'échec des autres. Imaginez vivre dans une réalité où vous ne pouvez vous sentir bien que si les autres vont mal. Quel enfer auto-imposé! Quel gaspillage d'énergie vitale! Watts racontait l'histoire d'un moine zen qu'il a rencontré au Japon. Ce moine avait une pratique particulière. Chaque jour, il choisissait la personne la plus insignifiante qu'il rencontrait et la traitait comme si c'était le Bouddha déguisé, le sans-abri au coin de la rue, la vieille dame qui vend des fleurs aux halles, le clochard titubant sur les quais de Seine. Il croyait sincèrement que chacun pouvait être un maître éclairé, testant sa perception. Le résultat? Ce moine vivait dans une réalité où il était constamment entouré de maîtres secrets. Chaque interaction était sacrée, chaque personne était un mystère à vénérer. Comparez cela avec quelqu'un qui ne voit de la valeur qu'en ceux qui peuvent être utiles, qui vit au paradis et qui vit en enfer. Maintenant, laissez-moi partager quelque chose qui va changer la façon dont vous observez les gens, pour toujours. Watts a découvert qu'il existe un moment exact, un point d'inflexion psychologique, où ces deux signaux se manifestent avec le plus de clarté. C'est pendant les transitions de pouvoir, quand quelqu'un est sur le point d'obtenir une promotion, quand il perd son statut, quand l'argent s'amenuise ou arrive en masse. Dans ces moments de changement, l'ego panique. Les masques sociaux deviennent plus difficiles à maintenir. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec ses mains. Plus on serre, plus elle s'échappe. Et c'est exactement quand la personne révèle involontairement comment elle voit réellement le monde et sa place. Watts a été témoin de cela de façon dramatique pendant la crise de 1929. Des familles riches qui ont tout perdu ont découvert qui étaient leurs vrais amis. Mais plus intéressant encore, elles ont découvert qui elles-mêmes étaient. Certaines, en perdant le pouvoir d'acheter la loyauté, ont découvert la beauté de la connexion authentique. D'autres, incapables d'exister sans l'adoration achetée, se sont simplement effondrées. Il a connu une bourgeoise parisienne qui a perdu toute sa fortune en 1929. Au début, elle est tombée dans le désespoir en voyant ses amis du beau monde disparaître. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La femme de ménage, qu'elle remarquait à peine depuis 20 ans, a continué à lui rendre visite, maintenant comme amie. Le jardinier, qu'elle traitait comme faisant partie du paysage, lui a apporté de la nourriture quand elle a eu faim. Le chauffeur, qui était invisible, lui a offert un abri quand elle a perdu sa maison. Ces personnes qu'elle avait traitées avec une indifférence polie pendant des décennies se sont révélées être les seuls êtres humains génuins dans sa vie, et pour la première fois, à 60 ans, elle a appris ce qu'était l'amour vrai, pas l'admiration, pas la flagornerie, pas la transaction, mais ce soin simple et profond qui surgit quand on voit l'autre comme un égal. Watts disait que c'est le cadeau caché dans la perte de statut. Vous découvrez que tout le respect que vous receviez n'était pas pour vous, mais pour votre position. C'est dévastateur et libérateur à la fois. Dévastateur parce que l'ego meurt. Libérateur parce que, pour la première fois, vous pouvez être juste humain, sans performance, sans masque, sans l'épuisante maintenance de l'image. Mais approfondissons encore plus le deuxième signal, parce qu'il existe une nuance que peu perçoivent. Quand quelqu'un d'inférieur a du succès et que vous sentez cette contraction, prêtez attention à ce que votre esprit fait immédiatement après. Il commence à chercher des explications qui restaurent la hiérarchie. Il a eu de la chance. Elle a dû coucher avec quelqu'un. Ils ont eu de l'aide. C'est du piston. C'est temporaire. Cette gymnastique mentale, c'est l'ego qui essaie désespérément de maintenir sa vision du monde intacte.
parce qu'accepter que le serveur est aussi capable que vous, que l'agent d'entretien est aussi intelligent que vous, que le sans-abri peut avoir une sagesse que vous n'avez pas. Cela requiert une reformulation complète de qui vous pensez être. Watts appelait cela la démocratisation du divin. L'idée radicale que l'étincelle de la conscience, ce que nous sommes réellement, est identique en chacun. Le PDG et le gardien d'immeuble sont des vagues différentes du même océan, temporairement prenant des formes distinctes, mais essentiellement la même eau. Quand vous comprenez vraiment cela, pas intellectuellement, mais viscéralement, les deux signaux s'évaporent. Simplement, vous ne pouvez plus traiter quelqu'un comme inférieur, parce que vous voyez votre propre essence reflétée en lui. Vous ne pouvez plus vous ressentir du succès des autres, parce que vous comprenez que c'est le même océan qui célèbre à travers une vague différente. Mais voici le paradoxe que Watts adorait souligner. Au moment où vous pensez avoir surmonté ces signaux, où vous vous considérez trop évolué pour tomber dans ces pièges, c'est exactement quand vous êtes le plus vulnérable, parce que maintenant, vous avez créé une nouvelle hiérarchie, les évolués et les non-évolués, les conscients et les inconscients, les éveillés et les endormis. Il racontait l'histoire d'un gourou indien très célèbre qui a visité Paris dans les années 70. Ce gourou prêchait sur l'égalité universelle et l'amour inconditionnel. Mais Watts a remarqué qu'il traitait ses disciples occidentaux avec une patience exagérée, comme s'ils étaient des enfants spéciaux, ayant besoin de soins supplémentaires. Et il traitait les domestiques indiens de l'ashram avec l'indifférence désinvolte de celui qui est habitué au caste. Le gourou avait transcendé la hiérarchie matérielle, uniquement pour créer une hiérarchie spirituelle. Et celle-ci est encore plus pernicieuse, parce qu'elle vient déguisée en illumination. C'est l'ego qui porte des vêtements de saint. Il existe un test encore plus subtil que Watts suggérait. Observez comment vous vous sentez quand quelqu'un que vous avez aidé devient plus prospère que vous. Ce sans-abri à qui vous donniez l'aumône, qui est devenu entrepreneur, cet étudiant que vous avez encadré, qui gagne maintenant 10 fois votre salaire, cet ami déprimé que vous avez consolé, qui a maintenant une vie plus épanouie que la vôtre, s'il y a la moindre trace de ressentiment, la moindre sensation qu'il devrait être éternellement reconnaissant, la moindre attente qu'il devrait rester en dessous de vous dans la hiérarchie, à cause de votre générosité passée, alors, vous n'étiez pas vraiment en train d'aider. Vous investissiez dans la supériorité, la vraie générosité. Watts insistait. Ne crée pas de dette, n'établis pas de hiérarchie, n'attends pas de retour, même sous forme de gratitude. C'est comme le soleil, qui brille également sur les saints et les assassins, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est la nature du soleil. Mais parlons de quelque chose de pratique. Comment pouvez-vous utiliser ces deux signaux, non seulement pour lire les autres, mais pour vous transformer vous-même? Alan Watts suggérait un exercice radical. Pendant une semaine, traitez la personne la plus insignifiante que vous rencontrez chaque jour, comme si elle était la plus importante, pas de manière exagérée ou fausse, mais avec une curiosité et une présence authentique. Parlez avec la caissière du supermarché de quelque chose d'autre que la transaction. Demandez à l'agent d'entretien comment se passe sa journée. Asseyez-vous avec le sans-abri au coin de la rue et écoutez son histoire, pas par charité, mais par exploration, comme si chaque personne était un univers unique, que vous avez le privilège de contempler. Ce qui se passe est fascinant. Premièrement, vous découvrirez que votre supposition sur qui est intéressant et qui ne l'est pas était complètement fausse. L'agent d'entretien pourrait avoir été un pianiste classique à Bucarest. La caissière pourrait financer ses études de médecine en écrivant de la poésie la nuit. Le sans-abri pourrait avoir une compréhension de la nature humaine qu'aucun psychologue ne possède. Deuxièmement, et plus important encore, vous commencez à dissoudre la tyrannie de la hiérarchie.
dans votre propre esprit. Vous commencez à voir qu'intéressant et inintéressant, important et sans importance, supérieur et inférieur, ne sont que des catégories que votre esprit crée pour simplifier la complexité infinie de la réalité. Alan Watts racontait une expérience qu'il a faite à Paris. Pendant 1 mois, il a décidé de traiter chaque personne comme un Bouddha déguisé. Testant sa perception, le résultat fut surprenant. Non seulement ses interactions sont devenues plus riches et significatives, mais il a commencé à remarquer que les gens lui répondaient différemment, comme s'ils sentaient inconsciemment qu'ils étaient vraiment vus. Un sans-abri avec qui il parlait régulièrement, un jour, a dit quelque chose qui l'a laissé sans voix. L'homme a dit que la plupart des gens qui donnaient l'aumône ne donnaient pas de l'argent. Ils achetaient de la distance. Ils payaient pour ne pas avoir à le voir comme un humain. Mais quand quelqu'un le voyait vraiment, quand quelqu'un lui parlait comme un égal, cela valait plus que n'importe quelle somme. C'est le secret le plus profond que les 2 signaux révèlent. Il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous traitons les autres, il s'agit de la façon dont nous fragmentons notre propre conscience. Chaque fois que nous voyons quelqu'un comme inférieur, nous nions une partie de nous-mêmes. Chaque fois que nous nous sentons offensés par le succès d'un inférieur, nous rejetons notre propre potentiel illimité. Alan Watts expliquait cela à travers une métaphore brillante. Imaginez que vous êtes un acteur qui a oublié qu'il joue. Vous croyez complètement que vous êtes le personnage. Maintenant, imaginez que d'autres acteurs sur scène ont également oublié. Certains jouent des rôles de rois, d'autres de mendiants. Mais ce sont tous des acteurs, tous également divins dans leur essence. Les 2 signaux sont des symptômes de la profondeur avec laquelle nous avons oublié que nous jouons, de la complétude avec laquelle nous nous identifions à nos rôles temporaires. Le PDG qui méprise l'agent d'entretien est un acteur qui a oublié que demain, les rôles pourraient s'inverser. L'agent d'entretien qui se sent offensé par le succès du PDG est un acteur qui a oublié qu'il pourrait jouer n'importe quel rôle. La libération vient quand nous nous souvenons, non pas intellectuellement, mais expérientiellement. Quand nous regardons dans les yeux d'un autre être humain et que nous voyons non pas sa fonction sociale, non pas son statut économique, non pas son utilité pour nos ambitions, mais cette même conscience qui regarde à travers nos propres yeux. Alan Watts a vécu une expérience qui illustre cela parfaitement. Lors d'un voyage au Japon, il s'est perdu dans une région rurale, sans parler japonais, sans argent local, complètement désorienté. Un vieux fermier qui vivait clairement dans la pauvreté l'a trouvé, sans mots en commun, sans possibilité de communication verbale. L'homme l'a simplement emmené chez lui, l'a nourri et l'a ramené en ville le lendemain. Il n'y avait aucune possibilité de rétribution. Le fermier ne saurait jamais qui était Alan Watts, ne recevrait jamais rien en échange. C'était une pure expression de la nature humaine, quand elle n'est pas contaminée par des calculs de hiérarchie et d'utilité. C'était, selon les mots d'Alan Watts, trouver Dieu déguisé en pauvre fermier japonais. Mais il existe quelque chose d'encore plus radical qu'Alan Watts a découvert à propos de ces 2 signaux. Ils ne révèlent pas seulement le caractère, ils créent la réalité. La façon dont vous voyez et traitez les autres façonne littéralement le monde dans lequel vous vivez. Si vous traitez les gens comme des moyens pour arriver à vos fins, vous créez un monde transactionnel où vous aussi, vous n'êtes qu'un moyen. Si vous vous sentez offensé par le succès des inférieurs, vous créez un monde de pénurie où votre gain est toujours la perte de quelqu'un. C'est une prison que vous construisez et habitez simultanément. D'un autre côté, quand vous traitez l'invisible avec une présence authentique, quand vous célébrez le succès inattendu des improbables, vous créez des fissures dans la matrice sociale. Vous ouvrez des espaces où des miracles peuvent se produire, où le serveur peut devenir chef,
où l'agent d'entretien peut devenir PDG, où le sans-abri peut être votre professeur le plus important. Alan Watts disait que l'univers répond à notre perception, pas mystiquement, mais pratiquement. Quand vous voyez un potentiel illimité en chacun, vous invitez ce potentiel à se manifester. Quand vous voyez seulement l'utilité et la hiérarchie, vous renforcez ses limitations. Il a rencontré un entrepreneur qui a pris cela au sérieux. Il a commencé à traiter chaque employé, du PDG à l'agent d'entretien, comme également essentiel. Pas comme un slogan d'entreprise, mais comme une pratique authentique. Les réunions incluaient tout le monde. Les idées étaient entendues. Indépendamment de leur source, les bénéfices étaient partagés proportionnellement. Le résultat, en 5 ans, 3 agents d'entretien sont devenus gérants. 2 réceptionnistes sont devenus exécutives. Un agent de sécurité de nuit a développé un système de logistique qui a permis d'économiser des millions, non pas parce qu'ils étaient secrètement des génies qui attendaient d'être découverts, mais parce que, quand vous traitez les gens comme capables, ils le deviennent. C'est l'aspect le plus transformatrice des 2 signaux. Ils ne sont pas seulement des diagnostics, ils sont prescriptifs. Changez la façon dont vous voyez et traitez les invisibles, change qui vous êtes. Célébrez génuinement le succès des improbables. Élargis votre propre possibilité. Si ce paradoxe sur la perception et la réalité a éveillé quelque chose en vous, le Super Thanks est une façon de soutenir plus de contenu qui élargit la conscience. Alan Watts disait que, quand une idée résonne profondément, c'est l'univers qui se reconnaît à travers vous. Alan Watts a laissé une dernière perspicacité sur les 2 signaux que peu connaissent. Il a dit qu'il arrivera un moment dans la vie de chaque personne où elle sera testée définitivement, quand elle perdra tout ce qui la rend spéciale aux yeux de la société: jeunesse, beauté, argent, pouvoir, santé. Et à ce moment-là, elle découvrira si elle a passé sa vie à construire des connexions réelles ou seulement à accumuler des admirateurs. Ceux qui ont traité les invisibles avec dignité découvriront qu'ils n'ont jamais été seuls. Ceux qui se réjouissent secrètement de l'échec des autres découvriront que l'univers célèbre aussi leur propre chute. C'est une justice poétique, implacable. Alors, je vous pose la question, et soyez d'une honnêteté brutale envers vous-même. Comment avez-vous réagi la dernière fois qu'une personne sans importance a croisé votre chemin? Et plus important encore, comment allez-vous réagir la prochaine fois? Car maintenant, vous savez, maintenant, vous voyez les signes. Et avec la conscience vient le choix. Avec le choix vient la responsabilité. Et avec la responsabilité vient la possibilité d'une véritable transformation. Ces 2 signaux révélateurs de notre véritable nature ne concernent pas seulement la lecture des autres, ils concernent aussi l'écriture de votre propre histoire. Il s'agit de décider à chaque instant qui vous choisissez d'être. Il s'agit de se rappeler que chaque rencontre est une occasion, soit de confirmer, soit de transcender les hiérarchies illusoires qui nous emprisonnent tous. Comme Alan Watts le disait si bien, le jeu cosmique n'est pas une question d'ascension sociale. Il s'agit de réaliser que l'échelle est purement imaginaire. Et quand vous réalisez cela, quand vous voyez vraiment, à travers l'illusion, ces 2 signaux disparaissent. Non pas parce que vous êtes devenu un saint, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous avez toujours été, une conscience pure, temporairement, faisant semblant d'être séparée, jouant à être supérieure ou inférieure, importante ou insignifiante, jusqu'à ce qu'elle se rappelle que tout est un. Et l'a toujours été, comme le disait Alan Watts. Laissez-moi ajouter quelque chose de crucial qu'Alan Watts a découvert sur la raison pour laquelle ces 2 signaux sont si difficiles à changer, même lorsque nous en sommes conscients. C'est parce qu'ils sont intimement liés à notre survie biologique,
Notre cerveau reptilien est programmé pour la hiérarchie, pour identifier qui est une menace et qui est une ressource, qui est au-dessus et qui est en dessous. Dans l'ordre de dominance, mais Alan Watts argumentait que cette programmation, qui était utile lorsque nous vivions dans des tribus de 50 personnes, est devenue notre prison dans des sociétés de millions. Nous continuons à fonctionner avec un logiciel tribal, sur un matériel mondialisé, traitant chaque interaction comme une négociation de statut, chaque rencontre comme une occasion de monter ou un risque de descendre. Il observait cela de manière fascinante lors de conférences académiques. Des professeurs brillants, soi-disant dédiés à la recherche de la vérité, passaient plus d'énergie à calculer les hiérarchies intellectuelles qu'à explorer des idées, qui a cité qui a été publié ou qui a le plus de prestige. La connaissance devenait secondaire par rapport au statut. Alan Watts racontait une conversation qu'il avait eue avec Jean-Paul Sartre dans les années 50. Sartre lui avait confié que sa plus grande tristesse n'était pas la guerre d'Algérie, mais de voir comment même les intellectuels les plus brillants se préoccupaient plus de la reconnaissance que de la découverte, comment l'ego contaminait même la quête de la vérité objective. Mais il existe une issue, et Alan Watts l'a trouvée non pas dans la philosophie, mais dans l'observation d'enfants en bas âge, avant l'âge de 3 ans, avant la socialisation complète. Les enfants ne voient pas la hiérarchie. Un bébé sourit de la même manière à un PDG qu'à un sans-abri. Un enfant de 2 ans joue avec autant d'enthousiasme avec le fils d'un millionnaire qu'avec le fils du concierge. Que se passe-t-il ensuite? Nous leur apprenons. À travers des milliers de micro-signaux, nous leur montrons qui est important et qui ne l'est pas, qui mérite de l'attention et qui doit être ignoré, qui est de notre classe et qui ne l'est pas. Et ainsi, l'innocence perceptive meurt, remplacée par la schizophrénie sociale. Alan Watts a mené une expérience fascinante avec son propre fils. Il a décidé de ne jamais indiquer de hiérarchie sociale. Il traitait toutes les personnes qu'il rencontrait avec un égal intérêt et respect. Le résultat? Son fils a développé une capacité extraordinaire à se connecter avec n'importe qui. À 16 ans, il était tout aussi à l'aise. Et pour converser avec des chefs d'entreprise qu'avec des SDF. Mais le plus intéressant fut ce qui arriva ensuite. Ce fils, élevé sans conscience de la hiérarchie, devint extrêmement réussi. Non pas parce qu'il manipulait le système social, mais parce qu'il voyait génuinement une valeur unique en chaque personne. Cette authenticité était si rare qu'elle devint son super-pouvoir. Alan Watts théorisa que ces 2 signaux sont en réalité des symptômes d'une peur profonde. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être démasqué comme une fraude, peur de perdre le peu que l'on a. Et cette peur nous pousse à créer des hiérarchies imaginaires, ou au moins, nous sommes supérieurs à quelqu'un. Il a rencontré un moine tibétain qui avait une perspective radicale à ce sujet. Le moine a dit qu'en Occident, les gens souffrent d'une pauvreté d'être. Peu importe ce qu'ils possèdent, ils se sentent vides. Alors, ils essaient de combler le vide en étant supérieurs aux autres. Mais c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Plus ils boivent, plus ils ont soif. La pratique que ce moine suggérait était radicale. Chaque matin, au réveil, avant toute pensée sur la journée, répétez « Je suis suffisant, exactement comme je suis, ni meilleur que personne, ni pire que personne, simplement suffisant. » Et ensuite, observez comment cela change. Vos interactions tout au long de la journée. Alan Watts a testé cela pendant 1 an. Le résultat fut une transformation profonde, non seulement dans la façon dont il voyait les autres, mais dans la façon dont il se voyait, la nécessité compulsive d'impressionner
a disparu, l'anxiété concernant le statut s'est évaporée. Il a découvert une paix qui ne dépendait pas de la position sociale. Mais parlons de quelque chose dont personne ne discute. Ces deux signaux apparaissent également dans les relations intimes. Comment traitez-vous votre partenaire lorsqu'il ne peut rien faire pour vous, quand il est malade, déprimé, au chômage, quand il a perdu ce qui vous a initialement attiré? C'est là que l'amour réel se révèle ou que la transaction s'expose. Et comment réagissez-vous lorsque votre partenaire vous surpasse en quelque chose? Quand il gagne plus, quand il reçoit plus d'attention, quand il développe des talents que vous n'avez pas, la contraction subtile ou la célébration génuine révèle si c'est de l'amour ou de la possession déguisée. Alan Watts a observé des mariages pendant des décennies et a remarqué un schéma perturbant. Beaucoup de couples ne sont pas deux personnes qui s'aiment, ce sont deux égaux, négociant la supériorité, chacun gardant secrètement le score, chacun ayant besoin d'être supérieur en quelque chose. Quand l'équilibre des pouvoirs change, le mariage s'effondre. Il a rencontré un couple extraordinaire à Big Sur, tous les deux artistes, tous les deux couronnés de succès. Mais ce qui les rendait uniques, c'était la façon dont ils célébraient génuinement le succès de l'autre. Quand elle vendait une peinture, il était plus heureux qu'elle. Quand il publiait un livre, elle vibrait, comme si c'était le sien. Il n'y avait pas de compétition. Parce qu'il n'y avait pas d'ego séparés. En compétition, ce couple avait une pratique. Chaque jour, il cherchait délibérément quelque chose à admirer chez l'autre. Pas des compliments vides, mais une reconnaissance génuine. Et ils incluaient d'autres personnes. Dans cette pratique, le facteur, le voisin, la caissière de la banque. Ils créaient un champ d'appréciation mutuelle autour d'eux. Alan Watts disait que c'est l'opposé des deux signaux négatifs. Au lieu de chercher qui est inférieur et de ressentir ce qui monte, vous cherchez activement ce qu'il y a à admirer chez tous et vous célébrez chaque succès comme le vôtre. C'est une inversion complète de la programmation sociale. Mais il existe un niveau encore plus profond que nous devons explorer. Ces deux signaux ne sont pas seulement individuels, ils sont systémiques. Des sociétés entières sont bâties sur ces fondations. Le capitalisme dépend de la hiérarchie et de la compétition. Les religions créent des castes spirituelles. L'éducation, classe et étiquette. Nous nageons dans un océan de hiérarchie, un océan infini. Alan Watts argumentait que c'était là la maladie fondamentale de notre civilisation. Nous créons des systèmes qui nécessitent des perdants pour avoir des gagnants, qui ont besoin de pauvres pour avoir des riches, qui dépendent d'ignorants pour que certains soient considérés comme savants. C'est un jeu où la majorité doit perdre pour que quelques-uns triomphent. Une sorte de roulette russe sociale. Il proposait une expérience mentale. Imaginez une société où le succès d'un individu profite automatiquement à tous, où plus quelqu'un gagne, plus tout le monde gagne, où il n'y a pas d'échelle à gravir parce que tout le monde est sur le même plan horizontal. Utopie ou simplement sanité? Curieusement, Alan Watts a trouvé des exemples de cela dans des communautés indigènes, des tribus où le chasseur le plus habile gagne en prestige en donnant plus et non en accumulant, où le sage est respecté, non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il sert, où le succès individuel sans bénéfice collectif est perçu comme une maladie mentale, une aberration. Il a passé du temps avec les Hopis en Arizona et en a été profondément marqué. Il n'avait littéralement pas de mots pour supérieur ou inférieur lorsqu'ils se référaient aux personnes. Ils avaient des fonctions différentes, des compétences différentes, mais l'idée d'une hiérarchie humaine leur était incompréhensible, absolument incompréhensible. Un ancien Hopi a dit quelque chose qu'Alan Watts n'a jamais oublié. Chez l'homme blanc,
Chacun essaie d'être la montagne la plus haute. Mais les montagnes isolées ne sont que des rochers solitaires. Nous préférons être la plaine, où tout pousse ensemble, où la vie s'épanouit. Cette vision a complètement changé la façon dont Watts comprenait ces deux signes. Ce ne sont pas des défauts de caractère individuel. Ce sont les symptômes d'une cosmologie malade, une vision du monde où la séparation est plus réelle que la connexion, où la compétition est plus naturelle que la coopération. Une véritable pandémie de l'esprit. Mais voici la révélation la plus importante. Vous ne pouvez pas changer ces deux signes en luttant contre eux. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Plus vous essayez de ne pas juger hiérarchiquement, plus les jugements surgissent. Plus vous essayez de ne pas ressentir le succès d'autrui, plus le ressentiment apparaît. C'est un combat perdu d'avance. La transformation vient d'ailleurs, elle vient d'expériences d'unité, de moments où l'illusion de séparation se dissout. Cela peut se produire par la méditation, par la prise de substances psychédéliques, par des expériences de mort imminente, par l'amour profond, par la nature, par l'art. Il existe de nombreux portails, de nombreuses voies d'accès. Alan Watts a eu son expérience d'unité à l'âge de 17 ans, en regardant le ciel nocturne. Pendant un moment éternel, il ne regardait pas les étoiles. Il était les étoiles se regardant elles-mêmes. La séparation entre l'observateur et l'observé s'est dissoute, et à ce moment-là, la hiérarchie est devenue absurde. Comment une étoile pourrait-elle être supérieure à une autre? Comment une partie de l'univers pourrait-elle être plus importante qu'une autre? C'était tout simplement inconcevable. Après cette expérience, ces deux signes n'ont plus jamais été les mêmes pour lui. Il les remarquait encore en lui-même. Le conditionnement était profond. Mais il y avait maintenant une voix plus profonde qui riait gentiment de l'absurdité, comme un adulte observant un enfant se disputer pour savoir qui est le roi de la cour de récréation imaginaire. Un jeu, un simple jeu, c'est la clé. Il ne s'agit pas d'éliminer ces deux signes, il s'agit de les voir pour ce qu'ils sont, des jeux que l'ego joue pour maintenir l'illusion de séparation. Quand vous voyez le jeu comme un jeu, vous pouvez choisir de jouer ou non. Mais vous n'êtes plus piégé dedans, vous êtes libre. Alan Watts suggérait une pratique finale. À la fin de chaque journée, passez en revue vos interactions sans jugement. Observez simplement. Combien de fois avez-vous classé quelqu'un comme supérieur ou inférieur? Combien de fois avez-vous ressenti une contraction ou une expansion basée sur la hiérarchie? Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous émerveiller de la profondeur du conditionnement. C'est presque un lavage de cerveau. Et ensuite, imaginez pendant un instant que chaque personne que vous avez rencontrée aujourd'hui était littéralement vous, dans un déguisement différent. Le patron arrogant, vous, avec peur. Le sans-abri au coin de la rue, vous, sans chance. Le génie, vous, avec d'autres talents. L'idiot, vous, dans un mauvais jour. Comment cela change-t-il l'histoire de votre journée? Watts disait que ce n'est pas seulement une métaphore poétique. Du point de vue de la conscience, c'est littéralement vrai. Nous sommes l'univers s'expérimentant lui-même subjectivement. Chaque personne est une ouverture unique à travers laquelle le cosmos s'observe. Un miracle. Quand vous incorporez vraiment cela, ces deux signes deviennent impossibles. Comment pouvez-vous mépriser l'invisible quand c'est vous sous une autre forme? Comment pouvez-vous ressentir le succès de l'autre quand c'est vous qui célébrez à travers un autre corps? Impossible. Mais Alan Watts était réaliste. Il savait que la plupart d'entre nous ne vivent pas dans cet état d'unité constamment. Nous retombons dans l'illusion de séparation des milliers de fois par jour. Et c'est normal. Le jeu cosmique inclut l'oubli et le souvenir, la séparation et l'union, la hiérarchie et l'égalité. C'est une danse éternelle. L'important est d'avoir des moments de clarté, des moments où vous voyez à travers le jeu, et dans ces moments, faites des choix conscients. Traitez l'invisible avec présence.
non pas parce que vous êtes saint, mais parce que vous vous êtes rappelé, même brièvement, qu'il n'y a pas d'invisible. Célébrez le succès inattendu, non pas parce que vous êtes évolué, mais parce que vous avez vu, même pendant une seconde, que c'est vous qui vous célébrez vous-même. Si vous n'avez jamais d'autre expérience d'unité, laissez ceci être votre koan. Comment traiteriez-vous chaque personne si vous saviez avec une certitude absolue que dans 100 ans, vous serez tous les deux morts? Que dans 1000 ans, personne ne se souviendra d'aucun de vous? Que dans 1 milliard d'années, le soleil aura consumé la Terre? Que dans des trillions d'années, l'univers sera retourné au vide? Réfléchissez-y, profondément. Face à l'impermanence absolue, la hiérarchie révèle sa véritable nature. Une distraction élaborée du seul fait qui compte. Nous sommes ici, maintenant, ensemble, brièvement, miraculeusement conscients dans un cosmos majoritairement inconscient. Chacun de nous, une impossibilité statistique, chaque rencontre, une convergence cosmique irrépétable. Ces deux signes qui révèlent le véritable caractère sont, au final, des invitations. Des invitations à sortir de la transe de la hiérarchie, à se souvenir de qui nous sommes vraiment, à jouer le jeu cosmique consciemment, avec légèreté, avec humour, avec compassion, comme Alan Watts l'a dit dans ses dernières paroles enregistrées. En fin de compte, nous découvrons qu'être personne de spécial est la plus grande liberté, que traiter tout le monde comme étant également sacré est la plus grande sagesse, que célébrer chaque expression de vie est la plus grande joie. Ces deux signes disparaissent lorsque nous réalisons qu'il n'y a toujours eu qu'un seul d'entre nous ici, faisant semblant d'être nombreux, jouant l'éternel jeu de cache-cache avec lui-même, un jeu infini.